Nous sommes heureux de vous accueillir ici dans l'appartement natal, qui est tout imprégné de Stendhal. Là, c'était la chambre de sa maman. Là, le grand salon, et à côté, la chambre du papa. Voilà. Donc, nous allons vous présenter la chartreuse de Parme en 4 tableaux, avec 4 morceaux de violon, 6 4 interludes. Donc, ce sont des textes choisis et arrangés par Marcel Papoury. En fait, on vous raconte l'histoire de la chartreuse de Parme avec toujours des extraits qui sont inclus. Mais nous avons voulu vous raconter l'histoire. Il n'y a pas que des textes de Stendhal. Voilà. Donc, Marcel Papoury, l'écrivain, Julia Séchin, violoniste, qui a travaillé beaucoup avec Maïté aussi, avec Maïté, voilà, qui s'est produite l'année dernière. Nous étions sur la terrasse du musée Stendhal, sous la treille, et vous avez joué des beaux morceaux de violon, vous y étiez peut-être. Donc, nous allons commencer. Alors, juste on avait le choix de prendre ouvrir les 2 livres écrits par Stendhal, La chartreuse de Parme, et puis de choisir des pages et puis de les lire. Et je trouvais que c'était, si vous voulez, il n'y a pas de tenant ni d'aboutissant. Les gens qui ne connaissent pas l'histoire de la chartreuse de Parme ne pourraient pas vraiment comprendre que de lire. Effectivement, c'est beau ce qu'a écrit Stendhal. Alors on a choisi plutôt de lire les 28 chapitres, parce qu'il y a eu 2 tomes, bien entendu, 13 chapitres et 15 chapitres, et puis de faire un extrait de chaque chapitre, parce que c'est quand même lent, de façon à ce que les gens puissent comprendre un peu ce qu'était la chartreuse de Parme, l'histoire de la chartreuse de Parme. Voilà. À toi, Lisa. En 1836, Stendhal, consul à Rome, obtient un congé qui lui permet de revenir à Paris, où il reste 3 ans. Depuis quelque temps déjà, il se passionne pour une suite de chroniques italiennes qu'il a dénichées dans de vieux manuscrits et fait recopier à son usage. De cette masse de documents, dont il tire ses propres chroniques italiennes, il extrait une histoire qui l'intéresse particulièrement, celle de la famille Farnèse, avec au centre Alexandre, futur pape dont la tante influence largement la carrière. Ce n'est certes pas la seule source de Stendhal, mais il est certain qu'il s'applique à annoter ce texte depuis 1834 et effectue des recherches autour des personnages, ce qui permet de dire que, le moment venu, il est parfaitement prêt. Début septembre 1838, il semble qu'il se décide précisément à en faire un roman. Le 4 novembre, il s'enferme chez lui et s'attelle à la tâche. À cette époque, on peut lire dans son journal « 4 novembre 1838, je corrige les 20 premières pages of the Chartreuse. De 2 décembre 1838, I am at 640 of the manuscript of the Chartreuse. » Le 26 décembre de la même année, il donne à son cousin Romain Colomb la chartreuse de Parme terminée pour qu'il le remette à son éditeur. Il ne lui aura fallu que 52 jours pour l'écrire. L'ouvrage en 2 volumes et 28 chapitres paraît dans les premiers jours d'avril de l'année suivante et le 5 de ce mois, son auteur reçoit une lettre de Balzac qui commence ainsi. Monsieur, il ne faut jamais retarder de faire plaisir à ceux qui nous ont donné du plaisir. La Chartreuse est un grand et beau livre. Je vous le dis sans flatterie, sans envie, car je serais incapable de le faire.
et l'on peut louer franchement ce qui n'est pas de notre métier. Je fais une fresque et vous avez fait des statues italiennes. Il y a progrès sur tout ce que nous vous devons. Le 15 mai 1796, Bonaparte et son armée entrent en libérateur dans Milan, jusqu'alors possession autrichienne. La ville accueille les Français avec enthousiasme. Parmi les soldats se trouve le lieutenant Robert. Il loge dans le château du marquis del Dongo et charme le cœur de la marquise. Un an plus tard, naît Fabrice del Dongo. Le marquis del Dongo, qui éprouve une grande haine pour les Français, doit se réfugier avec sa famille dans son château de Grianta, au bord du lac de Comme. Malgré un père et un frère aîné bourrus, Fabrice vit une enfance insouciante et joyeuse au château. Il passe ses journées à la chasse et se promène en barque sur le lac. Fabrice se lie d'amitié avec l'abbé Blanes, curé de Grianta, qui passe toutes les nuits au haut de son clocher. Fabrice l'adore et le curé le laisse monter avec lui au clocher. Faveur insigne de la part du prêtre qui aime bien cet enfant pour sa naïveté. L'abbé communique d'ailleurs au jeune homme non sa science, mais une confiance illimitée dans les signes qui peuvent prédire l'avenir. En 1813, c'est la chute de Napoléon qui provoque chez le marquis del Dongo cette joie inexprimable de voir les troupes autrichiennes rentrer dans Milan. La comtesse Gina Pietranera, en revanche, voit avec le départ des Français sa situation s'effondrer, jusqu'à la mort de son mari, tué au cours d'un duel. Elle a alors 31 ans et est recueillie par sa belle-sœur au château de Grianta, où elle profite des lieux enchanteurs voisins. Grâce à elle, l'ennui tout étonné était banni du château féodal. Le 7 mars 1815, on apprend le débarquement de Napoléon au golfe de Juan. Fabrice décide alors de rejoindre les armées françaises et annonce sa décision à sa mère et à sa tante Gina. Il explique sa décision par un présage, la vision d'un aigle se dirigeant vers la Suisse où il voit un signe de sa destinée. Je pars, je vais rejoindre l'empereur, qui est aussi roi d'Italie. Il gagne Paris et tente en vain de voir l'empereur avant de rejoindre l'armée qui se rassemble vers Maubeuge. Arrivé à la frontière, il rencontre à un bivouac des soldats qui le regardent avec soupçon et le prennent pour un espion. Il est alors jeté en prison où il passe 33 longues journées. La femme du geôlier, qui s'est prise d'affection pour lui, le fait évader, lui fournit un uniforme de hussard et le jeune homme se retrouve sur la route de Waterloo, après la nuit. Sur les 5 heures, il entendit la canonnade. C'était les préliminaires de Waterloo. À Waterloo, Fabrice rencontre une cantinière. Émue par ce beau jeune homme, elle le prend sous sa protection et lui prodigue de précieux conseils. Le spectacle d'un cadavre défiguré fait pâlir d'aura Fabrice, mais le bruit du canon réjouit son cœur. Il parvient à se glisser parmi un groupe de hussards et participe à l'escorte de plusieurs généraux et du maréchal Ney. Pour obtenir la sympathie des hussards, Fabrice leur offre de l'eau de vie. Pour avoir trop bu de cet alcool, il ne peut reconnaître l'empereur qui passe sous ses yeux. L'escorte à laquelle il appartient accompagne maintenant le général Comte d'A, qui n'est autre que le lieutenant Robert. Ses camarades le dépossèdent alors de son cheval pour le fournir au général Comte d'A,
qui vient d'être renversé avec sa monture. Abandonné sur le champ de bataille et désespéré, il défaisait un à un tous ses beaux rêves d'amitié chevaleresque et sublime. Dès lors, il erre perdu sur le champ de bataille, avant de retrouver la cantinière du matin. Elle accourut à lui et fut effrayée de sa mine. « Marche encore, mon petit, lui dit-elle. Tu es donc blessé? Et ton beau cheval ?» En parlant ainsi, elle le conduisait vers sa voiture, où elle le fit monter, en le soutenant par-dessous le bras. À peine dans la voiture, notre héros, excédé de fatigue, s'endormit profondément. Fabrice se réveille alors que les Français sont en déroute. Pressé de se battre, il suit un caporal et tue, tout joyeux, son premier ennemi. Autour de lui, c'est la débâcle. Ayant dérobé un cheval, il retrouve la cantinière qui tente de lui expliquer qu'il doit se cacher et surtout de ne pas dévoiler qu'il a participé à la bataille. Pendant ce temps, la grande question que se pose le jeune homme est de savoir s'il a ou non assisté à une bataille. Il lui semblait que oui, et il eût été au comble du bonheur s'il en eût été certain. Fabrice rencontre ensuite un officier, le colonel Baron, qui lui demande de surveiller un pont. Il s'acquitte de sa tâche avec maladresse, ce qui lui vaut des coups d'épée de cavaliers qui veulent forcer le passage. Fabrice, blessé au bras et à la cuisse, est emmené dans une auberge afin d'être soigné. Lorsque Fabrice se réveille, la quantité de sang qu'il a perdu l'a délivré de toute la partie romanesque de son caractère. Il se remet en route et manque se trouver mal alors qu'il parvient au village de Zanders. Il est recueilli par un aubergiste, sa femme et ses filles qui s'occupent de lui et le soignent. Risquant d'être dénoncé et repris par la police prussienne comme ancien soldat de Waterloo, il parvient à Amiens où il se pose toujours la question de savoir s'il a ou non assisté à une vraie bataille. Gina, la comtesse Pietranera, lui envoie une lettre lui enjoignant de s'arrêter à Lugano, en territoire suisse, lorsqu'il reviendra vers Grianta. En effet, il a été dénoncé par son frère aîné, Ascagne, comme espion à la solde de Napoléon. À la faveur d'une nuit, il rend cependant visite à sa tante et à sa mère, qui le maintiennent cachés pendant une journée avant de partir avec lui pour Milan. Arrivé aux portes de la ville, la voiture de la marquise, de sa belle-sœur et de Fabrice rencontre la voiture du général Fabio Conti de Parme et de sa fille Clélia, arrêtés par les gendarmes. Soutenant Clélia, qui veut monter dans sa voiture, Fabrice sourit. Elle rougit profondément. Il reste un instant à se regarder après que la jeune femme s'est dégagée de ses bras. Il pense alors, prémonitoire, ce serait une charmante compagne de prison. Clélia, quant à elle, regarde avec étonnement ce jeune héros dont les yeux semblent respirer encore tout le feu de l'action. Pour lui, il est un peu interdit de la beauté si singulière de cette jeune fille de 12 ans, et ses regards la font rougir. Après cette rencontre, les trois personnages arrivent à Milan, où ils apprennent que la situation de Fabrice est dangereuse, puisqu'il est recherché par la police autrichienne. Le jeune homme part alors s'installer en Piémont, près de Novare. La comtesse, pendant ce temps, fait jouer ses relations pour essayer de tirer Fabrice des griffes de la police qui le pourchasse. Le chanoine Borda, qu'elle consulte, lui dit que Fabrice doit rester un temps en Piémont, y avoir une attitude irréprochable, aller à la messe, professer une horreur pour toute idée de révolte et faire de la cour à une jolie femme.
La comtesse Gina éprouve pour son neveu des sentiments qui ressemblent à de l'amour. Fabrice parut aux yeux de la comtesse Pietranera comme un bel étranger qui l'eût beaucoup connu jadis. S'il eût parlé d'amour et l'eût aimé, n'avait-elle pas déjà pour sa conduite et sa personne une admiration passionnée et pour ainsi dire sans borne? La comtesse fait la connaissance du comte Mosca, ministre de la guerre, de la police et des finances du prince de Parme, Ernest IV. Un homme aimable et qui parle de la France et de Napoléon de façon à donner à son cœur de nouvelles raisons pour espérer ou pour craindre. Âgé d'une quarantaine d'années, le comte Mosca a pour seul défaut de porter de la poudre dans les cheveux, comme gage de bons sentiments politiques. Il commence à s'intéresser vivement à la comtesse Pietranera et lui confie que le prince de Parme, Ranucci Ernest IV, si brave à la guerre, a maintenant peur de tout et a besoin de lui pour conjurer ses craintes. Il passe beaucoup de temps avec la comtesse et en tombe follement amoureux. La comtesse pense déjà que l'âge ne devait pas faire objection. Cependant, Mosca est rappelé à Parme et prend l'habitude de correspondre avec la comtesse, qui prend grand plaisir de cet échange épistolaire. Elle hésite à accepter que Mosca donne sa démission et vive avec elle une vie aisée à Milan. Le comte propose à la comtesse Pietranera d'épouser le comte Sanseverino Taxis, immensément riche, mais qui souffre de n'être pas d'extraction assez noble. Une fois marié, son mari fait ambassadeur et obtenant le cordon qu'il vise, la comtesse serait libre et ne le reverrait plus jamais, occupant à Parme son palais, un des plus magnifiques de la ville. Elle accepte l'arrangement et 3 mois après le mariage, la duchesse Gina Sanseverina a conquis la ville. Présentée au prince et à la princesse ainsi qu'à leur fils, elle remporte un grand succès, tout comme auprès de l'aristocratie parmesane. Tout souriait à la duchesse. Elle s'amusait de cette existence de cour où la tempête est toujours à craindre. Il lui semblait recommencer la vie. Le comte Mosca, voyant que la duchesse s'inquiète du sort de Fabrice, propose à sa maîtresse de faire venir à Parme le jeune homme, qui entamerait alors une carrière pour être évêque. Ayant retrouvé son neveu à Plaisance, la duchesse fait état de la proposition de Mosca que Fabrice accepte, refusant d'être un riche oisif courant les femmes et les cafés. Il part donc à l'Académie ecclésiastique de Naples, où il est regardé comme un grand seigneur appliqué, fort généreux, mais un peu libertin. Pendant ce temps, le comte Mosca manque plusieurs fois d'être destitué, mais s'en sort bien, malgré et grâce à Gina, qui s'amuse et joue de toutes les intrigues de la cour de Parme. Toujours passionnée pour quelque chose, jamais oisive, qui a plus d'esprit que toute la cour de Parme, mais elle manque de patience et d'impassibilité pour réussir dans les intrigues. La Giulia. Cimarosa, Larghetto.
Ses études terminées, Fabrice revient métamorphosé de Naples. Il est désormais Monsignor. Sa tante Gina, la nouvelle duchesse Sanseverina, est plus que jamais séduite par le charme de ce brillant Monsignor. L'intimité entre Gina et Fabrice irrite le prince, qui se venge en adressant une lettre anonyme à son premier ministre. Dans ce courrier, il indique au comte Mosca que Fabrice est son rival. Mosca connaît les affres de la jalousie. Fabrice, quant à lui, est gêné des sentiments passionnés qu'éprouve sa tante à son égard. Cette situation ambiguë lui ôte sa gaieté. Si réellement Fabrice aimait la duchesse de bien loin, plus qu'aucun être au monde, il n'en est cependant pas amoureux. Il déclare ainsi « La nature m'a privé de cette sorte de folie sublime. L'amour semble le fuir. » Après un mois à la cour de Parme, Fabrice avait tous les chagrins d'un courtisan et l'amitié intime qui faisait le bonheur de sa vie était empoisonnée. Voulant tromper son ennui, il fait alors la connaissance d'une jeune actrice nommée Marietta, dont un autre acteur, appelé Giletti, revendique l'exclusive possession. Le comte Mosca se réjouit lorsqu'il apprend cet amour et en parle à la duchesse, qui s'en trouve piquée. Elle fait alors écrire la marquise del Dongo pour qu'elle demande à Fabrice de lui rendre visite. Fabrice part pour Belgirate, près de Milan, sans avoir pu profiter de Marietta. Il rencontre sa mère, puis décide d'aller voir l'abbé Blanes. Sur le chemin, il s'arrête sur les rives du lac de Côme, où il profite du sublime du paysage et goûte les moments les plus heureux qu'il eût goûtés depuis longtemps. Après cette rêverie sur la nature, Fabrice arrive chez l'abbé Blanes, qui ouvrit les bras à notre héros, qui s'y précipita en fondant en larmes. Le curé prédit alors au héros qu'il connaîtra une autre prison que celle de Waterloo, bien autrement dure, bien plus terrible, lui annonçant « Ta vie sera très heureuse aux yeux des hommes et raisonnablement heureuse aux yeux du sage. » Fabrice écoute avec émotion les conseils et les prédictions du vieil abbé. Le lendemain, resté seul dans l'église désertée, Fabrice se cache toute la journée dans le clocher. Et cette journée passée en prison dans le clocher fut peut-être une des plus heureuses de sa vie. Il admire le pays de son enfance, le château de son père, le lac. Il songe à son enfance et passe une journée de rêverie délicieuse. Le soir, il quitte l'abbé Blanes en embrassant une dernière fois et avant de se rendre sur les bords du lac Majeur pour se mettre à l'abri, il fait un détour jusqu'à son marronnier, l'arbre que sa mère a planté l'année de sa naissance. Fabrice se décide à rentrer à Parme. Il dérobe un cheval à un valet et lui lance en échange une poignée de monnaie. Arrivé à Parme, le cœur empli de joie, il se rend chez sa tante Gina. Elle vient de perdre son mari et a hérité du palais de Sanseverina. Fabrice amuse le comte Mosca et la duchesse en leur racontant ses aventures. Le comte fait prendre conscience à Fabrice qu'il a commis des imprudences qui auraient pu lui valoir la prison, ce qui aurait ruiné définitivement sa carrière ecclésiastique. Fabrice rend ensuite une visite de courtoisie à l'archevêque Landriani, qui a l'intention de le nommer grand vicaire. Après une visite manquée à Marietta, Fabrice s'interroge
sur l'opportunité de parler à la duchesse Sainte-Séverine. Mais ce fut en vain qu'il chercha dans son cœur le courage de lui parler avec cette sincérité sublime qui lui semblait si facile la nuit qu'il passa aux rives du lac de Côme. Mosca arrive, interrompant une scène d'effusion entre Fabrice et sa tante, pour les informer que Fabrice vient d'être fait vicaire général et coadjuteur avec future succession, c'est-à-dire qu'il est amené à succéder à l'archevêque en place. Le lendemain, Fabrice supervise les fouilles d'un palais de Parme lorsque Giletti passe sur la route en voiture, accompagné de Marietta et son chaperon. Il s'arrête et défie Fabrice, qui pourtant, blessé par le comédien, le tue d'un coup d'épée. Il s'enfuit alors dans la voiture de Marietta et pénètre en Autriche grâce au passeport qu'il a pris dans l'habit de Giletti. Le passage de la douane lui fait craindre le pire, mais la chance est avec lui et on le laisse passer. Dans une auberge, il rencontre Ludovic, l'un des cochers de sa tante Gina. Ce dernier aide Fabrice à soigner les blessures qu'il a contractées lors de son duel. Fait disparaître ses vêtements tachés de sang et lui en prête d'autres. Il cache Fabrice au bord du pot et fait transmettre à la duchesse Sainte-Séverine un courrier que son neveu lui a confié. Fabrice se rend alors en barque à Ferrare. Sur les conseils du médecin qui le soigne à Ferrare, Fabrice fuit la ville et se rend avec Ludovic à Bologne. Il pénètre alors dans l'immense église de Saint Petrone et se recueille. Il remercie également Dieu avec effusion de la protection évidente dont il bénéficie. Un des valets de sa tante Gina a été envoyé à sa rencontre. Il lui apporte de faux passeports. En échange, Fabrice lui transmet des courriers à destination de sa tante et de l'archevêque. Ce dernier lui répond et lui fait part de l'énorme scandale qu'a provoqué son duel. Tout Parme l'accuse du meurtre de Giletti, l'amant de Marietta, d'autant que la marquise Raversi, l'ennemie du comte Mosca et de la duchesse, tente de manipuler les témoins de ce duel. Il apprend alors que le prince de Parme a ordonné à son ministre de la Justice, appelé Rassi, ennemi juré de Mosca, de traiter tout ce procès comme s'il se fût agi d'un libéral. Fabrice comprend le danger de sa situation et reste tranquille à Bologne, où il rencontre Marietta. Fabrice se mit à vivre à Bologne dans une joie et une sécurité profonde. Il vit avec Marietta, qu'il n'aime pas, mais avec qui il connaît un bonheur du même genre qu'il aurait pu trouver auprès de la duchesse. Il s'en veut de ne point connaître l'amour et cherche à vivre ce sentiment. Pour cela, il s'attache à séduire la célèbre cantatrice Fausta, qui est alors sous le charme d'un jeune comte installé à Bologne. Fabrice fait la cour à la Fausta, croyant éprouver de l'amour, mais ne pouvant s'empêcher d'éprouver de l'ennui. La Fausta est quant à elle d'abord amusée, puis sous le charme de Fabrice, qu'elle fait passer pour le prince de Parme aux yeux de son amant en titre. Celui-ci, installé à Parme, où Fabrice l'a suivi, enlève le héros et le transporte en procession dans la ville de Parme, lui faisant subir une douloureuse humiliation. Le jeune homme trouve à s'échapper à grand renfort de coups de poignard. Il s'enfuit à Bologne et écrit à la duchesse « J'étais amoureux de l'amour. J'ai tout fait au monde pour le connaître, mais il paraît que la nature m'a refusé un cœur pour aimer et être mélancolique. » Afin de se venger du comte, Fabrice le fait enlever et se bat en duel avec lui. Il lui donne un fort beau coup d'épée dans la poitrine et se sauve à Florence. Là,
Il écrit à la duchesse et au comte Mosca qu'il s'ennuie de leur compagnie et ferait tous les lieux possibles pour passer une soirée avec elle et avec ce comte, si bon pour ses amis. Bach, sonata première, presto. Un peu plus d'une année a passé depuis la mort de Ginette. La marquise Raversi et le ministre de la Justice, Rassi, ennemi juré du comte Mosca et de la Sainte Séverina, complotent pour faire condamner Fabrice. Ayant eu vent de ce complot, la duchesse Sainte-Séverine menace le prince de quitter la cour de Parme s'il ne renonce pas à toute poursuite contre son neveu. Le prince est ulcéré de la démarche de la Sainte-Séverine, mais il ne souhaite pas que cette femme superbe quitte la cour. La duchesse obtient donc que le prince s'engage par écrit, mais le comte Mosca, présent lors de l'entrevue, va, par esprit courtisan envers le prince, modifier le texte afin de ménager l'amour-propre de son souverain. Rassuré par la promesse qu'a acquise sa tante, Fabrice rentre à Parme. Hélas pour lui, le prince est vexé de cette signature forcée qu'a réussi à lui extorquer Gina et décide de se venger. À l'insu du comte Mosca, il ordonne que l'on arrête Fabrice et signe un document le condamnant à 12 ans de forteresse. 2 heures plus tard, le pauvre Fabrice, garni de menottes et attaché par une longue chaîne, partait pour la citadelle de Parme, escorté par 8 gendarmes. Il est maltraité à son entrée dans la prison de Parme. Le gouverneur de cette forteresse est le général Fabio Conti,
que Fabrice avait croisée avec sa fille Clélia 7 années plus tôt lorsqu'il se rendait à Milan en compagnie de sa tante Gina. La jeune Clélia a grandi et est devenue sublime. L'effervescence qui marque l'arrivée du prisonnier attire l'attention de Clélia, surprise de retrouver Fabrice del Dongo dans cette citadelle. Leurs regards se croisent. Fabrice, immédiatement séduit, la salue et évoque leur première rencontre. « Il me semble, mademoiselle, lui dit-il, qu'autrefois, près d'un lac, j'ai déjà eu l'honneur de vous rencontrer. » Clélia est trop émue et ne trouve aucune parole pour répondre. Amenée en haut des 380 marches de la tour Farnèse, Fabrice oubliait totalement d'être malheureux. Pendant ce temps, Clélia, d'habitude mélancolique, est tout occupée à parler à la duchesse, qu'elle rencontre à la soirée du ministre de l'Intérieur afin de la consoler de l'emprisonnement de son neveu. Abordée par l'archevêque Landriani, elle se voit chargée de remettre à Fabrice l'anneau du prélat. La duchesse, une fois rentrée chez elle, se laisse aller à un absolu désespoir. Elle se décide finalement à rester à Parme en renvoyant le comte qui a failli en omettant la phrase qui a permis au prince de faire arrêter Fabrice. Elle décide aussi de feindre d'oublier son neveu afin de mieux le servir et de le faire évader. Elle reçoit le comte pour lui annoncer qu'elle rompt avec lui. « J'éprouve le pire symptôme de la vieillesse, » lui annonce-t-elle. « Je ne puis plus vous aimer. » Elle veut simplement rester amie avec celui qui est son amant depuis 5 ans et qu'elle n'a jamais trompé. Le comte, d'abord désespéré, décide ensuite de mettre toute son énergie au service de la libération de Fabrice et demande à Rassi de lui rendre visite. Le comte Mosca reçoit son tout-puissant ministre de la Justice, Rassi, et lui exprime ironiquement sa surprise de la décision qui a été prise à son insu d'emprisonner Fabrice. Mosca essaye de s'assurer le soutien de Rassi en lui promettant de le faire anoblir. Ce dernier semble accepter. Après cet entretien, le Rassi sortit de chez le comte fou de bonheur. Le comte resta avec de grandes espérances de sauver Fabrice et plus résolu que jamais à donner sa démission. Le comte Mosca souhaite en informer la duchesse, mais la porte du palais Sanseverina reste fermée. De son côté, la duchesse essaye de corrompre les gardes de la citadelle pour qu'ils laissent échapper Fabrice, mais en vain. Les rumeurs les plus extravagantes se répandent dans Parme. On dit que la duchesse a un nouvel amant et que le comte va démissionner. On dit aussi que Fabrice risque d'être bientôt exécuté. Ainsi, avec un dévouement complet pour le prisonnier, la duchesse et le premier ministre n'avaient pu faire pour lui que bien peu de choses. Le jour de son emprisonnement, Fabrice découvre sa cellule où son œil ravi aperçoit distinctement chacun des sommets de l'immense mur que les Alpes forment au nord de l'Italie. Dès lors, notre héros se laissait charmer par les douceurs de la prison. Dans une chambre appelée obéissance passive, puisqu'on ne peut quasiment pas s'en échapper, le moindre mouvement du prisonnier est épié par le geôlier Griot, avec qui Fabrice est en assez bons termes. Un menuisier commence à murer les fenêtres, au grand désespoir de Fabrice, qui se plaît à contempler les oiseaux de Clélia dans la partie de la citadelle habitée par le gouverneur, et se permet de saluer la jeune femme venue nourrir ses animaux.
Malheureusement, l'abat-jour masquant sa fenêtre est terminé avant que Fabrice ait pu avouer à Clélia son amour. « J'aurais dû lui dire que je l'aimais, s'écriait-il, car il en était arrivé à cette découverte. Cependant, il parvient, grâce à une croix en fer, à percer le bois de l'abat-jour, puis à enlever une partie. Il commence alors à communiquer par signes avec la jeune femme, tandis qu'il se rend compte qu'il a totalement relégué sa tante à l'arrière-plan de son esprit. L'image sublime de Clélia Conti, en s'emparant de toute son âme, allait jusqu'à lui donner de la terreur. Pendant 2 mois de communication par signe, Fabrice essaye d'avouer son amour à Clélia, qui refuse de l'entendre. Elle se sent tiraillée entre son intérêt immense pour le prisonnier, sa fidélité à son père, le gouverneur de la citadelle, et la peur de son mariage prochain avec le marquis Crescenzi. Fabio Conti fait pression sur sa fille pour qu'elle accepte le mariage avec le marquis Crescenzi, l'un des plus beaux partis de la cour de Parme. Si elle refuse, le gouverneur est prêt à l'enfermer au couvent. Cependant, l'âme de Clélia est tout occupée de Fabrice et est déchirée par une jalousie mortelle. Car Clélia est persuadée que Fabrice et la duchesse Saint-Séverine s'aiment et ne parvient pas à croire que le prisonnier soit vraiment fou d'amour pour elle. De peur d'être envoyée au couvent et donc de ne plus voir Fabrice, Clélia accepte le mariage avec le marquis. Le lendemain, elle se met à son piano et entame un récitatif pour transmettre au prisonnier sa peur qu'il ne soit empoisonné. Elle lui annonce aussi qu'elle va lui transmettre du pain et du chocolat et qu'il ne doit en aucun cas accepter la nourriture de la prison. Fabrice en profite pour écrire au charbon sur sa main « Je vous aime, et la vie ne m'est précieuse que parce que je vous vois ». Clélia ne lui répond pas, mais accepte de correspondre avec lui grâce à un alphabet de grosses lettres qu'elle découpe dans un cahier. Fabrice ne lasse pas de s'étonner. N'est-il pas plaisant de voir que le bonheur m'attendait en prison ? Une nuit, alors qu'il contemple les étoiles, Fabrice aperçoit des signaux lumineux. Il parvient à déchiffrer un message de sa tante Gina, qui, depuis plusieurs mois, essaie d'entrer en contact avec lui. Elle lui demande de se tenir prêt à s'évader. Par amour pour Clélia, Fabrice refuse et lui confie sa décision. La fille du gouverneur renonce à toute prudence et va jusqu'à se compromettre en sollicitant la complicité d'un geôlier. Sachant Fabrice en danger de mort, elle lui demande, lors d'une entrevue secrète, d'obéir à sa tante, menaçant dans le cas contraire de se réfugier immédiatement dans un couvent. Et je vous jure que de la vie, je ne vous adresserai la parole. Clélia conjugue ses efforts avec ceux de Gina afin de favoriser l'évasion de Fabrice. Cette dernière parvient à jeter dans la chambre du prisonnier un courrier précisant les détails de l'évasion. Au même moment, le prince et son ministre Rassi étudient comment ils pourraient empoisonner Fabrice. Le comte Mosca est informé directement par Rassi du danger de mort que court Fabrice Del Donno. Mozart, concerto pour violon et orchestre, pour violon solo, en ce cas, en sol majeur, allegro.
que Fabrice vit ses amours avec Clélia, la duchesse a rencontré Ferrante et Palla, médecin amoureux d'elle, mais aussi poète, voleur, libéral, qui veut renverser le prince de Parme et instaurer la République. Elle lui demande son aide pour se venger du prince, potentiel meurtrier de Fabrice, en empoisonnant le jour où elle laissera l'eau du réservoir de son palais couler dans la rue. Plus tard, au mariage d'une sœur du marquis Crescenzi, la duchesse transmet des cordes à Clélia et donne une forte dose de laudanum à son père. La jeune femme croit à un empoisonnement et fait vœu à la Vierge qu'elle épousera le marquis et que jamais elle ne reverra Fabrice. Elle transmet ses dernières instructions au prisonnier en l'informant de son vœu irrémédiable de ne plus le revoir et de se marier. Fabrice n'a plus qu'à se préparer à son évasion. Grâce aux cordes fournies par Gina et introduites dans la forteresse par Clélia, Fabrice va pouvoir s'échapper. La nuit choisie, à minuit, alors qu'un épais brouillard recouvre la citadelle, Fabrice se signe, puis se lance dans le vide. Il réussit à descendre la terrible tour farnaise. Il a les mains en sang et est recueilli au bas de la tour par sa tante et ses hommes de main. Il est transporté en territoire piémontais dans un petit village. Arrivée, elle aussi, en Piémont, la duchesse donne l'ordre à Ludovic, son fidèle serviteur, d'ouvrir les vannes du réservoir de son palais, signe de l'assassinat du prince pour Ferrante Palla. Lorsqu'elle se retrouve seule avec Fabrice, un chagrin mortel attend la duchesse sur ce beau lac. Fabrice était entièrement changé. Il était au désespoir d'être sorti de prison. Il va jusqu'à tapisser sa chambre de vue de la ville de Parme et écrire au général Fabio Conti une lettre parfaitement polie et dans un certain sens bien ridicule. Il lui demandait pardon de s'être sauvé. Clélia trouve aussi dans la bibliothèque de la citadelle les livres sur lesquels Fabrice a noté les événements survenus durant sa détention à la tour farnaise. Elle y découvre notamment l'étendue de l'amour que le jeune homme lui porte. Fabrice demande à Ludovic de faire parvenir à Clélia un mouchoir de soie sur lequel est imprimé un sonnet de Pétrarque et réussit à connaître les détails de ce qui se passe dans Parme. Pour Fabrice, tout ce qui lui rappelait cette ville était à la fois sublime et attendrissant. Pendant ce temps, on eut les préparatifs du mariage du marquis Crescenzi et de Clélia. La duchesse refuse absolument que ce mariage n'ait pas lieu et médite sur le changement d'attitude de Fabrice quand on vient lui annoncer la mort du prince de Parme et les troubles qui s'en sont ensuivis, réprimés fermement par le comte Mosca. À ces nouvelles, la duchesse se sent pour le comte un excès d'admiration qui ressemble fort à de l'amour et décide de l'épouser. Elle rentrait à Parme accompagnée de Fabrice quand le comte la prévient que sa situation est précaire. Le nouveau souverain est en effet remonté contre le comte Mosca et ne semble pas disposé à bien traiter le neveu de la duchesse. Celle-ci, nommée dame d'honneur par la princesse de Parme, parvient cependant à le faire pénétrer dans la ville incognito. Fabrice s'installe alors en face de la citadelle. Rassi est parvenu à remonter jusqu'à Ferrante Palla dans son enquête sur la mort du prince. Il produit un acte d'accusation et 182 dépositions contre les assassins. Lorsque le nouveau souverain informe la duchesse du travail de Rassi qu'il doit examiner, elle le convainc difficilement de jeter les papiers dans la cheminée
éloignant ainsi le danger que le véritable commanditaire soit démasqué. Lorsque la Sainte Séverine raconte ses dernières actions au comte, il lui dit de pousser son avantage et de demander à ce que Fabrice soit jugé contradictoirement. Il suit la suggestion du comte et Fabrice en profite pour se constituer prisonnier, non à la prison de la ville contrôlée par le comte Mosca, mais à la citadelle de Parme où loge encore Clélia. Il provoque ainsi l'angoisse de la duchesse et du comte qui redoutent une tentative d'empoisonnement avant le procès. Clélia est troublée par le retour en prison de Fabrice. Fidèle à son vœu de ne plus le revoir, elle se cache. Elle apprend pourtant que de lourdes menaces d'empoisonnement pèsent sur lui et qu'il risque de ne pas sortir vivant de la prison. Craignant pour sa vie, elle gravit les marches de la tour, bouscule les geôliers et se précipite dans sa chambre. Elle parvient juste à temps à l'empêcher de toucher au repas fatal qui est sur sa table. La duchesse Sainte-Séverine, ayant elle aussi appris que la vie de Fabrice est menacée, est prête à tout pour sauver son neveu. Elle jure au prince qu'elle sacrifiera son honneur de femme et se donnera à lui si Fabrice sort sain et sauf de la citadelle. En toute hâte, l'aide de camp du prince est dépêchée à la prison et libère Fabrice. La duchesse, accourue au pied de la citadelle, voit son neveu sortir sain et sauf. Une enquête est menée dans la citadelle qui montre que le repas du prisonnier était réellement empoisonné. Le gouverneur est aussitôt destitué et exilé jusqu'au mariage de sa fille. Fabrice est à nouveau jugé et cette fois il est acquitté. Il est nommé coadjuteur de l'archevêque de Parme, mais ses honneurs le laissent de marbre. Il souhaite simplement revoir Clélia. Fabrice est inconsolable. Il parvient à louer un appartement face au palais où demeure Clélia. Celle-ci est malheureuse de ne pouvoir revoir Fabrice, mais reste fidèle au vœu qu'elle a fait à la Madone. Fabrice, en se déguisant, parvient cependant à s'approcher d'elle dans l'obscurité. Elle lui indique qu'elle se résigne à épouser le marquis Crescenzi, seul moyen de sauver son père de l'exil. Fabrice décide de se retirer dans un petit appartement, ce qui lui vaut à Parme une immense réputation de sainteté. Il reste cloîtré de longs mois et ne quitte cette retraite que pour assister à l'anniversaire de la princesse. Il ne peut contenir ses larmes lorsqu'il croise Clélia. Cette dernière est bouleversée de constater combien le chagrin a modifié sa physionomie. Mais en même temps, elle réalise que Fabrice ne l'a pas oublié, ce qui la comble de joie. Gina fait savoir au prince que s'il souhaite qu'elle se donne à lui, comme il s'y était engagé pour sauver la vie de Fabrice, elle quittera définitivement le duché de Parme. Le prince ne peut résister à la beauté de la duchesse. Son sacrifice accompli, la Sainte Séverine quitte la principauté. Elle épouse le comte Mosca et les époux partent pour Naples. Clélia, torturée par leur mort, reste enfermée dans son palais. Sur les conseils de sa tante, Fabrice se met à prêcher. Ses sermons connaissent un immense succès et toutes les femmes de Parme se précipitent. Éblouie par son éloquence. Parmi elles, la jeune Annetta Marini déclare ouvertement son amour au jeune prélat. Clélia est impatiente de connaître cette Annetta dont toute la ville parle. Ayant eu des nouvelles d'Annetta Martini par un courtisan de son mari nommé Gonzo, Clélia se décide enfin à aller écouter les sermons du prédicateur Fabrice. Lorsque celui-ci paraît dans la chair, il était si maigre, si pâle,
tellement consumé que les yeux de Clélia se remplirent de larmes un instant. Après un sermon qui déclenche les larmes de toute l'assistance, et en particulier de Clélia, Fabrice reçoit un billet de la jeune femme l'invitant à la rejoindre le lendemain dans la nuit. Fabrice tomba à genoux et fondit en larmes. Enfin, s'écria-t-il, après 14 mois et 8 jours, adieu les prédications. Clélia l'accueille dans le noir. Il serait bien long de décrire tous les genres de folie auxquels furent en proie ce jour-là les cœurs de Fabrice et de Clélia. C'est le début d'une liaison secrète entre Fabrice et Clélia qui va durer 3 ans. Pendant ce temps, l'archevêque meurt et Fabrice lui succède. Après ces 3 années de bonheur divin, l'âme de Fabrice eut un caprice de tendresse. Puisqu'il ne peut voir durant le jour Clélia, Fabrice exige d'avoir près de lui le petit Sandrino, le fils né de leur liaison secrète. Les 2 amants décident alors de faire croire à une maladie, puis à une mort de l'enfant, malgré les réticences de Clélia. Mais l'enfant retenu au lit, plus qu'il ne fallait pour sa santé, devint réellement malade. Fabrice, aidé du comte Mosca, fait alors séquestrer le marquis Crescenci pendant quelques jours, le temps pour lui d'enlever le jeune Sandrino qui meurt pourtant au bout de quelques mois. La marquise, Clélia Crescenzi, qui se croit la cause de cette mort parce qu'elle a rompu tant de fois son vœu à la Madone et vu Fabrice à la lumière, mourut dans les bras de son ami quelques mois après son fils. Fabrice, après la mort de Clélia, démissionne de toutes ses fonctions épiscopales et se retire dans la Chartreuse de Parme, située dans les bois voisins du Pau, à 2 lieues de Sacca. Il y meurt 1 an après. La duchesse ne survécut que fort peu de temps à Fabrice, qu'elle adorait, et qui ne passa qu'1 année dans sa Chartreuse. Le duché de Parme connut alors, grâce à son jeune prince, une ère de liberté, et le comte Mosca devint immensément riche. Et pour terminer avec un morceau toujours fait au goût de Stendhal, j'ai décidé de vous présenter une cadence écrite par Franco, toujours sur le même concerto de Mozart, dont je vous jouer une petite partie tout à l'heure.
Nous allons chanter, Lucette et moi, et après vous allez nous accompagner, chanter le refrain. Alors, une chanson qui s'appelle Sur les pas de Stendhal, que j'ai écrit, paroles et musique. Parce que de temps en temps, je fais un peu de musique. Alors nous sommes accompagnés aussi de Julia, mais surtout après ne partez pas tout de suite, parce qu'il y a un verbe d'amitié qui vous attend. Un récit, voilà. Et j'en profite pour dire que Patrick Lebriand, le président, n'a pas pu être là aujourd'hui. Il est auprès de sa mère à Paris, qui est malade, voilà. Donc il s'excuse. Donc il y a plusieurs personnes quand même de l'association. Voilà. Sur les pas de Stendhal. L'autre soir, en lisant la Chartreuse de Parme, mon cœur sentimental battait activement. Mes doigts discrètement essuyaient une larme qui sur ma joue découlait furtivement. Je me voyais héros d'une intrigue amoureuse, au centre d'un duel devant un vieux manoir. J'étais comme Henri Bell épris d'une danseuse, ou bien Julien Sorel dans le rouge et le noir. Tous ensemble. Stendhal, Stendhal, c'était un écrivain génial. Stendhal, Stendhal, sentimental et libéral. Devenu confident de la femme infidèle, je perçais les secrets de l'amour et des amants, des émois de Métile ou de la belle Adèle, de Madame de Régal et de son jeune amant. J'imaginais alors que je quittais Grenoble pour rejoindre Stendhal à Paris, comme lui j'étais rare de mon joie du domaine, du monarque ballon et de ses favoris. Stendhal, Stendhal, c'était un écrivain génial. Stendhal, Stendhal, sentimental et libéral. Fasciné tout au long d'un songe chimérique, j'errais en compagnie de ce joyeux fêtard, découvrant tour à tour le théâtre lyrique, une actrice, une mise, un poète en costard. Stendhal avait du charme, une allure énergique, un penchant pour l'amour, l'écriture et le vin, me laissant entraîner dans son monde magique. Je découvre l'extase et le bonheur divin. Stendhal, Stendhal, c'était un écrivain génial. Stendhal, Stendhal, sentimental et libéral. À table, il me narrait ce que fut son enfance, une mère adorée morte subitement. Il n'avait que 7 ans et traîna sa souffrance, rappelant qu'il aima sa mère éperdument. Chérubin, Séraphie et puis l'abbé Marianne, tout au long de sa vie labora ses noms, défiant les bourgeois, bigoteux et soutanes, il usa pour cela de multiples surnoms. Stendhal, Stendhal, c'était un écrivain génial. Stendhal, Stendhal, sentimental et libéral. Il rêvait sa sœur Pauline et son grand-père, suivait fidèlement les recommandations du brave Henri Agnan qui devint son repère, avec lesquels il eut d'aimables relations. Il entra dans Milan, la ville capiteuse, adora l'Italie, son esprit et son âme, apprécia ses salons, son ambiance joyeuse, vénéra Rossini, Cimarosa, Rosa. Stendhal, Stendhal, c'était un écrivain génial. Stendhal, Stendhal, sentimental et libéral. Il eut un coup de cœur pour sa catin sublime, la divine Angela et son regard brûlant. Ce monde avec doigté la passion qui l'anime, il fut un séducteur délicat et galant. Puis un matin de mars, d'une plume plaintive, en forme d'élégie, rédigea quelques vers, essuyant sur sa joue une larme furtive, avant de s'envoler vers un autre univers. Stendhal, Stendhal, c'était un écrivain
génial, Stendhal, sentimental et Stendhal, c'est un écrivain génial, Stendhal, sentimental Alors, on voulait vous dire que cette chanson, on la chante pour faire chanter tout le monde, nous sommes là des chanteurs, et pour entraîner, et puis parce qu'on aime standard, vous la retrouvez sur YouTube, et nous sommes accompagnés par le jeune Thibaut Fa, voilà, là qui joue de là. Oui, et là, vous êtes sur la photo, parce que... Il joue de la guitare, et donc nous sommes sur YouTube, et des choses. Voilà, il danse avec nous. Et on applaudit beaucoup Julia. On l'embrasse, on va parler d'elle. Ça, c'est certain. Vous avez là notamment.